Bonjour, j'ai eu la chance en 2017 d'aller passer un mois et demi. Je rappelle, je viens du Québec, je m'appelle Marc-André en passant, pour ceux que je n'ai pas déjà rencontrés. D'aller passer un mois et demi à l'Université de Nice, travailler sur des projets de recherche d'éducation et de citoyenneté numérique avec une professeure qui s'appelle Margarita Romero. Et une fois sur place, des fois, il y avait des périodes où j'avais du temps libre. Et pendant ce temps libre-là, j'ai donné un coup de fil à l'Université de Finlande orientale pour parler à un chercheur qui s'occupait d'un projet de recherche qui s'appelait PrEP 21, PREP 21, donc préparation des futurs enseignants aux compétences du 21e siècle. Alors, ça avait un lien avec mes études doctorales à l'époque, et puis j'ai dit, est-ce que vous êtes disponible? Je passerai vous voir la semaine prochaine. Alors, c'est pas de problème, il temps. Alors, c'est beaucoup plus facile de voyager en Europe que voyager en Amérique du Nord. Aller-retour Nice-Helsinki, 200 $ canadiens. Juste pour vous dire, aller à Toronto, qui est environ à 600 km de Montréal, c'est environ 400 $. Alors, pour moi, ça valait énormément la peine. Alors, je suis allé passer 5 jours là-bas. J'ai tellement aimé ça, j'ai tellement découvert de choses que 4 ans plus tard, on a organisé, Marie-André et moi, ce qu'on a appelé une expédition pédagogique. Parce que au Québec, je pense que c'est un peu la même chose ici. On parle beaucoup de la Finlande comme étant un modèle à suivre depuis 2014 environ. On lisait des articles, on a rencontré des Finlandais aussi qui étaient en visite au Canada, et puis on s'est dit, ben, au lieu d'en parler et se dire ils font ça, ils font telle chose, des fois avec des légendes urbaines, eh bien, on s'est dit, on va aller voir exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis, bien, on est parti comme ça, un peu plus que 2 semaines, je pense, 7 jours si ma mémoire est bonne. Et l'idée, c'était vraiment de partir pendant l'hiver. On voulait vivre l'expérience finlandaise à son meilleur. Nous, on n'a pas peur du froid. Au Québec, je peux vous dire qu'on se fait assez gâter là-dedans. Mais surtout, on voulait, vu qu'ils sont à des latitudes supérieures aux nôtres, et on voulait vivre ce qu'ils appellent le KAMOS, donc quand le soleil ne se lève pas du tout. Et on se posait une question vraiment stupide. Nous, au Québec, on râle énormément sur le fait qu'il manque de lumière entre le mois de novembre et le mois de février, les pressions saisonnières. Même les taux de suicide sont actuellement plus élevés au mois de novembre et au mois de février. Il y a des personnes qui ont des lampes de thérapie qui n'ont pas vraiment existé. Et, pardon? Ben, certainement. Certainement. Oh, il y a quelqu'un qui répète derrière moi. Et ben, c'est ça. Alors, on voulait voir comment c'était vivre dans le noir 24 heures sur 24 pendant 3 mois, presque 3 mois. Alors, on est allé complètement dans le noir. Alors, c'est un peu le contexte dans lequel on va faire cette présentation-là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une espèce de voyage pédagogique, géographique, un peu tout ensemble. Un récit de voyage sur ce qu'on a découvert quand on est allé là-bas. C'est bon? Sinon, on peut faire ça. On peut ne pas le montrer aussi. Là, non, mais j'ai pris une vidéo à ça. Okay. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas entendre. Sinon, ça sent l'HDMI. Oui, ça sent l'HDMI. Ah oui? Ouais. Et on verra. Oui. On va dire comme ça. Je ne suis pas sûr que ça marche. Ça marche. Et là, ça devrait marcher. J'espère. Et on reste à l'arsenal. Là, on est en double, c'est correct? Non, ça marche. Ok. En numérique, c'est tellement plus facile à vendre. Disent plusieurs enseignants dans une école. Oui. Ne dis jamais un patient dans le cabinet de médecin, par exemple. Ok. Ok, et là, vous parlez, vas-y, parle. Je parle. Tu peux parler, mais tu parles aussi, normalement. Alors, je ne vais pas vous raconter mon voyage en Finlande, je n'y étais pas. Ça devrait marcher normalement. De comme ce qui est ouvert, sauf. Ça devrait? On va l'essayer, puis sinon, on va se débrouiller. À ton tour, j'ai expliqué, j'ai fait le contexte, alors je te laisse te présenter. OK. Je n'ai pas sorti mon clicker, par exemple. Bon, mais pendant qu'elle sort son clicker, le voyage a été financé entièrement par nous. On n'a pas, on a pris nos vacances comme on a fait présentement pour être ici. On a pris nos vacances, on a payé notre billet d'avion, on a également payé tous les hôtels et tout. Il y a eu une petite levée de fonds qui a été faite, on a ramassé quelques milliers de dollars aussi pour nous soutenir parce qu'il y a des personnes qui étaient énormément intéressées, donc il y en a qui ont donné quelques dollars comme ça. Alors tout ce qu'on a ramassé, c'était 2000 dollars et on a eu une entente aussi avec différents médias pour faire des billets de blog, donc à tous les jours, on publiait.
Donc, justement, à la fin, Marie-André va vous présenter le site web qu'elle a fait, où on regroupe toutes les ressources qu'on a produites, les textes, les vidéos, tout va être accessible pour vous, vous allez pouvoir essayer. Oui, super. Bonjour tout le monde. Je t'écoutais pas, mais je te connais bien, donc je me doute un peu de comment tu as pu te présenter. Je m'appelle Marie-André Croteau. Pour ma part, je suis directrice à l'innovation pédagogique et technologique au Collège Bourget, qui est au Canada, au Québec. J'ai toujours été une personne très curieuse de nature. Donc, effectivement, la Finlande, comme plusieurs, ça a toujours été comme un rêve de me présenter, puis peut-être même, comme je disais tout à l'heure, de devenir enseignante ou directrice là-bas. Alors, ça a été une expédition quand même condensée, 13 jours, 3300 km. Et là-dedans, oui, on a quand même trouvé du temps le week-end quand les écoles étaient fermées pour prendre un peu de temps pour nous. On a visité à la fois des universités, des facultés d'éducation, donc on a vu des chercheurs, des étudiants. On a aussi rencontré des enseignants du primaire, du secondaire. On est allé dans des familles aussi, donc on a essayé d'aller rencontrer le plus de gens possible, puis des élèves aussi, les plus petits aux plus grands. Donc, je pense qu'on a déjà parlé, on s'est rendu vraiment tout près. En fait, on est allé jusqu'en Norvège, question d'aller mettre un pied dans la mer. J'imagine que tu l'as juste vu. Ah, OK. Vous avez une petite idée du trajet qu'on a fait, donc arrivé à Helsinki, ici au sud de la Finlande, on est monté par l'est jusqu'à Utsjoki. Donc, Utsjoki qui est justement à la limite de la Norvège. On avait le pont comme vue le soir, entre autres, mais on va vous en reparler. Et on est descendu par l'ouest pour revenir à Helsinki et une belle île qu'on a visitée pour conclure tout ça. Donc, c'est sûr qu'on s'est donné des objectifs. Hein, c'est comme toute chose, on pourrait s'épivarder, on pourrait aller voir plein de choses, mais on disait, OK, nous, ce qu'on souhaite, on était en pleine pandémie, je pense que Marc-André a dû le dire. OK, on était en pleine pandémie, décembre 2020. Si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu une petite ouverture où on pouvait quitter le pays. On en a profité pour aller découvrir des nouvelles choses, transférer aussi, faire en sorte qu'on puisse voir comment on peut ramener chez nous, pour ma part dans mon collège, Marc-André dans son centre de service, et inspirer aussi, parce que c'est sûr que les gens, on a notre tribu. Marc-André parlait de tribu hier, on a notre tribu ou nos tribus, puis c'est sûr que les gens nous suivaient, puis on correspondait avec eux aussi à travers les médias qui sont près de nous, là-bas. On était en décembre 2021, et puis Omicron commençait, le virus, le variant commençait. Ouais. À ce moment-là, commençait vraiment à émerger en Afrique. Alors, c'était vraiment les pays africains à ce moment-là qui étaient ciblés. On a pu se faufiler et sortir rapidement. Exact. Donc, c'est sûr qu'on avait plusieurs objectifs. On est parti avec plein de questions qu'on avait notées, puis on s'est dit on va essayer de questionner tous les gens qu'on peut rencontrer là-dessus. Mais en fait, ça pouvait se résumer ici. Avant de partir, plus personnellement, on avait formulé des vœux aussi que vous allez pouvoir voir. Je vais vous montrer le site à la fin où on a réuni plein de choses. Donc, on voulait voir avant de partir comment on se sentait. On arrive justement d'un petit atelier sur les émotions. Donc, comment on se sentait, qu'est-ce qu'on visait, puis de voir ce que ça pourrait donner ensuite. Pour ma part, si je résume, on voulait aller chercher, pour ma part, je voulais aller voir c'était quoi cette épice-là. L'épice, qu'est-ce qui se passe en Finlande qui fait que les élèves réussissent bien et les élèves sont heureux et on a l'impression que tout est fluide, facile et toutes les petites choses qu'on entend sur la Finlande, comme par exemple qu'il n'y a pas d'évaluation avant l'âge de 15-16 ans, mais on va s'en parler aussi. Alors, comme je vous disais, on a rencontré plein de gens, fait des rencontres fortuites des fois, des rencontres planifiées aussi. Des surprises, des belles surprises qui ont parsemé notre parcours également, mais ça a été une belle aventure. Juste vous donner un petit aperçu du système scolaire là-bas. À l'habitude, on fait un parallèle avec le système québécois, je l'ai enlevé, mais avec les âges, je pense que vous allez pouvoir vous repérer avec le système du pays d'où vous arrivez, principalement. Je pense que c'est ici, mais il y en a qui viennent d'ailleurs, l'extérieur de la Polynésie française, de la France. Donc, ça vous donne une petite idée. Et j'ai ajouté ici le nombre d'heures par semaine où il y a de la classe. On va vous partager la présentation en passant, donc inquiétez-vous pas, on va vous donner tout ça. C'est gratuit, c'est inclus dans le fond. Au Québec, on est généreux. Si jamais on utilise un mot qui ne résonne pas pour vous, là, faites-nous signe, on va essayer de trouver quelque chose d'autre.
Donc, un petit peu plus tard, nous, là, chez nous, ça correspond au secondaire, cégep, début d'université. Donc, pour eux, c'est lower secondary ou high school. Et ensuite, ils vont à l'université. Ça ressemble à ça, le parcours scolaire. On va vous expliquer un petit peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire vocationnel ou vers les universités, là. Et une information intéressante aussi qu'on est allé chercher, combien de jours d'école par année, combien de jours un élève doit faire d'école par année, et la fréquentation scolaire obligatoire, c'est jusqu'à 18 ans. Chez nous, c'est 16 ans. Là-bas, c'est 18 ans. Donc, on veut vraiment... C'est 16 ans aussi, je crois. Ouais. On dit que les élèves là-bas, ce sont les pupilles, on veut les protéger, on veut faire en sorte qu'ils soient dans un lieu sécurisé, englobant jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Un petit croche ici. Au Québec, on se questionne, est-ce qu'on devrait le mettre jusqu'à 18 ans? La différence qu'on voit, c'est que là-bas, les élèves semblent s'ennuyer pas mal moins. Nous, plus nos élèves vieillissent dans nos écoles, plus ils s'ennuient. Au Québec, on va en parler tantôt avec un taux de décrochage quand même important, tellement important qu'on a décidé de changer la façon qu'on calcule pour se déculpabiliser, essentiellement. Donc, maintenant, on calcule le secondaire, c'est sur 5 ans, on le calcule sur 7 ans, et on a un taux de décrochage qui est environ 18 %. Mais quand on le calcule sur 5 ans, on avait un taux de décrochage qui était tout près de entre 27 et 30 %. Donc, on a, au lieu d'améliorer, une critique que je formule, au lieu de voir pour quelle raison, c'est pas comme si personne se questionnait, mais trouver des nouvelles façons d'envisager la problématique, on a décidé de le compter différemment pour avoir l'air un peu moins fou dans la moyenne canadienne. En Finlande, ils le calculent sur 5 ou 6 ans, je ne me souviens pas, et les élèves sont là jusqu'à 18 ans. Donc, nous, notre posture, en ce que je vais parler pour moi, c'est que si l'école était peut-être plus intéressante, plus attrayante, et les élèves voudraient peut-être y rester un peu plus au lieu d'être attirés par autre chose qui les éloigne des bancs d'école. Exact. Alors, c'est ici qu'on vous explique un petit peu, vous avez quelque chose de semblable et nous aussi, c'est qu'après ce qu'ils appellent le high school, donc la fin du secondaire pour eux, le lycée pour vous, ils peuvent choisir d'aller à l'université ou dans un domaine plus technique, dans les sciences appliquées. C'est là, par exemple, que vont aller les enseignants, entre autres. Puis il y a aussi les écoles vocationnelles, donc qui sont pour nous des formations professionnelles directement. Électricien, hier j'ai vu Quentin, il est parti, qui parlait justement là, de la formation des électriciens, des choses comme ça. Donc pour eux, ce sont les écoles vocationnelles. C'est un programme scolaire qui a, oui, une base nationale, mais surtout, le système scolaire est décentralisé, ça appartient aux municipalités de définir un programme local. Donc, on va vraiment aller définir un programme qui ressemble à cette municipalité-là. Donc, vous allez voir tantôt, on va parler d'une visite qu'on a faite à Funkariu. C'est un lieu de forêt. Donc, là-bas, on va enseigner la culture des champignons, les différentes essences d'arbres, comment protéger une forêt, etc. Donc, ils exploitent vraiment les lieux. C'est très, très axé sur la nature. Donc, il faut voir le programme comme étant un gruyère avec des trous laissés volontairement qui sont remplis par des programmes locaux. Ils ont quel âge quand ils arrivent à ce niveau-là de formation? Ils en sont c'est après 3 ans, je crois. Donc, c'est l'équivalent juste avant le lycée, si ma mémoire est bonne. C'est rendu juste avant le lycée qu'ils font un choix, soit qu'ils poursuivent. Oui, c'est ça. Exact. Donc, après le collège. Alors, plutôt que... C'est comme si vous, rendu au collège, vous aviez 2 voies à choisir. Celle qui va vers une université avec une formation pour, admettons, des professions libérales ou encore des professions plus techniques. Alors, les élèves choisissent ça. Ils doivent s'engager jusqu'à 18 ans dans un ou dans l'autre. Ils ont quel âge à la fin du collège? 14 ans? 15 ans? Donc, après ça, ils doivent s'engager encore pour 3 ans. Et après ça, ils choisissent ce qu'ils vont faire. Donc, c'est plutôt... Vous donner un petit aperçu, donc on commence notre route et c'est à ça que ça ressemble tout le long des 3000-ish kilomètres qu'on a fait. Là-bas, les routes sont, vous voyez peut-être pas ça chez vous, mais comparativement chez nous, c'est quand même glacé la route, c'est pas tant déneigé et ça nous prenait des pneus à clous.
Donc, c'est des clous qu'on insère dans les pneus pour être sûr que ça adhère bien. Je vous rassure, le clou ne passe pas à travers le pneu, c'est vos préoccupations. C'est fait pour ça, là. Mais vraiment, ça le prenait, puis ça a été même pour nous, on est quand même des Nordiques, là, une adaptation pour la route. Donc, ça a été comme ça, c'était magnifique. Ça dépend des goûts, vous allez dire. Hein? Ouais, Vous allez faire les paliers, les noix de coco. On aime beaucoup l'hiver. Moi, j'aime beaucoup l'hiver, c'est ma saison préférée. Je peux peser sur le bouton. Ouais. Donc, journée 1. Alors, jour 1, justement, on arrive, là, c'est une belle image en été, mais là, si tu me le caches, je ne vois plus ce dont je parle, par exemple. Alors, bien sûr, on est arrivé là, à Helsinki, on a eu des petits transferts, on a pris la route, etc. Notre premier arrêt, c'était à Punkaharju, à moins 30 degrés, dans la neige. Et là-bas, c'est justement la forêt qui est mise en valeur. Donc, on est allé visiter l'Institut national des ressources naturelles avec une invitée, une doctorante, une personne toute spéciale qui nous a amenés dans cette forêt-là. Et donc, vous avez une petite image ici, justement, d'une espèce de presqu'île là-bas qui est magnifique. Alors, Sarah a été très généreuse, nous a amenés, on a fait un feu, on a dégusté du lobby, qui est, chez nous, on appelle ça du vin chaud. Donc, un vin avec de la cannelle, de l'orange. Vous avez sûrement l'équivalent ici. On aime voir ça. Sauf que c'était sans alcool. Là-bas, c'est bu par les enfants, le glow. Et on a un petit extrait de cette rencontre-là très inspirante. Elle est enseignante au primaire et elle est chercheuse. Et elle nous explique comment ça vaut la peine d'exploiter la nature. Est-ce que... Normalement, il s'ouvre directement. Tantôt, il s'ouvrait directement. Oui, c'est ça, on n'avait pas de son, je crois. Dans le fond, ce qu'elle dit, en gros, c'est à la fin de la journée, les élèves en ont marre, ils ont fait des mathématiques, elle parle anglais. Les élèves ont fait des mathématiques, ont fait du français, ils sont épuisés. Ils me demandent, est-ce qu'on peut aller dehors, madame? Est-ce que je peux leur répondre autre que oui? Et on lui demandait comment ça se passe quand les élèves sortent. Ben, ils sont habitués. On établit des règles ensemble. Il n'y a pas de balise, je dois enseigner telle chose. On lance les élèves à la découverte de ce qu'ils rencontrent et on adapte notre enseignement. Notre pédagogie, là, tu vas trop loin, par exemple. Stop. Escape. Ouais. Donc, on adapte. On va concentrer sur, oui, ce qu'on doit enseigner, mais à partir des découvertes qu'ils font, des questions qu'ils posent. Donc, les élèves sont encore plus engagés, plus motivés également. Tu parles le relais, là? Je parle, mais... Ben, t'es bien parti, moi. Le travail est facile. Par la suite, on a rencontré une mannequin très connue en Finlande qui s'appelle Saini Hoya, qui est propriétaire d'un hôtel, le plus vieil hôtel en Finlande, qui est situé à Punkaharju. Et on a rencontré cette personne-là parce que, on avait les Finlandais aiment beaucoup le gin. Alors nous, quand on est venu ici, on a amené des cannes de sirop d'érable à ceux qui nous ont invités. Peut-être connaissez-vous le sirop d'érable. Donc, c'est du sirop qui est fait à partir de la sève d'érable, qui est absolument extraordinaire. Là-bas, eux, le sirop d'érable, c'est bien, mais ils préfèrent le gin. Alors, on avait amené du gin et un gin particulier au Québec qui est pas très connu, mais qui est très artisanal, et c'est un gin aux champignons. Sani adore les champignons et elle fait des cueillettes de champignons pour ses recettes dans son hôtel et elle amène des élèves pour faire ça. Donc, on s'est dit, on va lui porter une bouteille et elle a pris le temps, entre un shooting photo, de s'asseoir avec nous et de discuter. Donc, essentiellement, Sani est une personnalité médiatique là-bas et elle fait de la radio. Et le gouvernement, le ministère, je recommence plutôt, le conseil municipal voulait fermer l'école parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves à cet endroit-là et elle s'est insurgée. Et finalement, ils ont refait l'école. Au lieu de la fermer, ils n'ont pas seulement évité de la fermer, mais ils l'ont reconstruite. Et il y a un pavillon qui a été construit sur le lac
donc un pavillon flottant. Malheureusement, cette journée-là, la direction n'a pas pu nous rejoindre parce qu'elle était malade. Il avait la COVID et on n'a pas pu visiter cette école-là. Mais paraît-il que le local de musique est sur le lac, flottant. Il paraît que c'est superbe. Malheureusement, on n'a pas pu aller le voir, donc on va se fier à ses dires. Et essentiellement, ce qu'elle parle, c'est l'importance des élèves dans l'éducation de connecter avec la nature, parce qu'on est issu de la nature et, selon elle, on s'est dénaturé un petit peu et l'éducation se fait de plus en plus dans le béton. Et je fais une parenthèse parce que pour nous, ce qu'on a ici, c'est quand même assez exceptionnel, parce qu'au Québec, il fait froid et tout est fermé. Alors, on rentre dans le bâtiment et on sort du bâtiment, tandis qu'ici, on sort de la classe, on est dehors, principalement. Alors, pour nous, c'est assez particulier. Saini, est-ce que vous allez voir, c'est quelqu'un de passionné, mais là, on n'a pas de son? Non. Bon. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est pourquoi construire des écoles en béton quand on a tout ce bel espace-là, puis qu'on peut goûter le bleuet, qu'on peut toucher les choses, qu'on peut sentir. Donc, et vous voyez qu'elle est très, très expressive. Donc, comme hier, on en a parlé, ceux qui étaient à la conférence quand je présentais, l'environnement influence l'apprentissage. Et eux, ce qu'ils disent en Finlande, c'est que l'environnement, selon les régions où on est, c'est le bois, c'est le lac. Ils ont un rapport très étroit avec l'écologie. Donc, pour eux, c'est très important de reprendre les éléments naturels le plus possible. La deuxième journée, on est allé à Savonlinna, qui est une ville à 45 minutes, tout près, qui est la plus grosse ville de la région. On est à peu près à 1 heure des lignes russes. Et à ce moment-là, c'était cool de dire on est près de la Russie, tandis que maintenant, ça fout la trouille plus que d'autres choses. C'est ça. À chaque mois, on s'est fait des amis là-bas, on se texte en voulant dire bon, est-ce qu'ils ont passé la frontière? Parce que maintenant, la Finlande fait partie de l'OTAN et ça crée des tensions supplémentaires. À Savonlinna, il y a une école, un lycée, je devrais dire, un lycée artistique. Et assez particulier parce qu'on est allé rencontrer le directeur et on a eu vraiment un choc, je vous dirais un choc culturel important parce que dans cette école-là, les élèves utilisent du matériel vu que c'est artistique, c'est reconnu dans l'Europe, paraît-il, cette école-là, ils utilisent du matériel de pointe, donc des ordinateurs avec des applications et des logiciels rares. Et, ou, admettons, d'autres sortes de matériel pour, admettons, faire de la peinture, peu importe l'art, de la sculpture, je ne sais pas trop quoi. Et il nous disait, comme ça, dans la discussion, les élèves, ils peuvent venir quand ils veulent, finir leurs travaux pour éviter de prendre du retard. Moi, étant donné que je suis un petit futé, j'ai posé la question, j'ai dit, ils peuvent venir n'importe quand, donc ils peuvent venir la fin de semaine. Et le directeur me dit, oui, bien sûr. Et là, moi, évidemment, mon esprit de direction est embarqué. J'ai dit, OK, donc vous avez quelqu'un qui surveille, vous payez cette personne-là dans l'administration. Il dit, non, pas de problème. Donc, les élèves rentrent comment? Ils disent, bien, ils ont la clé. Oh! Les élèves ont la clé de l'école. Ils disent, oui, tout à fait. Ils disent, donc, ils peuvent venir de nuit. Ils disent, s'ils veulent. Ils peuvent venir la fin de semaine, ils peuvent venir le soir. Oui, certainement. Donc, évidemment, on n'est pas à Paris, d'accord? On n'est pas à Los Angeles, à Montréal, ou etc., dans une petite communauté, je ne sais pas, je ne me souviens pas combien il y a de personnes qui habitent là, mais le fait demeure que les élèves ont la clé. Et cette clé-là, évidemment, c'est une puce, ce n'est pas une clé, c'est une puce, et il est en mesure quand même d'exercer un certain contrôle, savoir qui est rentré quand. Et je lui ai posé la question, la première question peut-être qui nous vient en tête, est-ce que des élèves ont fait la fête à un moment donné? Et effectivement, c'est arrivé une fois. Il dit, mais parmi le groupe, ils étaient peut-être un petit groupe, 7-8, il y a une personne qui a été prise de culpabilité, qui m'a écrit, je suis venu, et les élèves étaient déjà partis. Donc, on a réglé ça le lendemain, mais ils savent très bien que la confiance. Donc, lui, il met l'accent sur l'importance de la confiance qu'on doit avoir envers nos élèves et nos membres du personnel. Tantôt, Fabrice n'est pas là, mais j'avais une discussion avec Fabrice, on parlait de l'évaluation des enseignants. En Finlande, l'évaluation des enseignants, il n'y en a pas parce qu'on leur fait confiance. Évidemment, il y a une supervision, il y a un encadrement, mais ça se fait sans nécessairement une supervision. Est-ce qu'on est capable de montrer la photo? Quand on se promenait on s'est dit, parfait, on va poser, voir ce que la direction est en train de nous remplir avec ces histoires de clés. Alors, à chaque fois qu'on voit un élève, est-ce que tu as la clé? Puis il nous la montrait. Alors, effectivement, c'était le cas. Je peux trouver la photo, mais pas dans... Peu importe. Elle était dans la vidéo. Est-ce que j'ai parlé des pantoufles hier? En Finlande? Non? Oui? Oui, exactement. Donc, vous voyez ici, vous avez une photo. Et puis, moi, on s'était fait avertir, arrivez avec vos plus beaux bas, parce que c'est ce que vous allez montrer. Tu sais, souvent, on se questionne quel soulier je veux mettre. Bien, cette fois-ci, c'est le contraire. Questionnez-vous sur vos bas, mettez-vous des bas chauds, mettez vos bas. Alors, vous voyez qu'elle n'a pas suivi la consigne. Ils sont très beaux, il y a des reines dessus. Voilà.
Je vais m'abstenir de commentaires, je vais coucher sur le sofa. Ah oui. Donc, les infrastructures sont quand même assez particulières. Comme j'expliquais hier, puis je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, les élèves, c'est vraiment, je vous dirais, convivial. Le principe des écoles finlandaises, c'est que la maison et l'école, c'est le même, c'est un prolongement, si on peut dire. Alors, les élèves doivent, et les enseignants doivent être de la même façon qu'ils sont à la maison. Donc, ça, c'est le local où il y a de la peinture. Puis, mais il y a un autre local, c'était comme, pas un studio, mais un salon des élèves. Alors, les élèves sont là, un petit peu écrasés, en train soit de jouer de la guitare, de parler, même dans certains cas de sommeiller. Et puis, encore une fois, tout se fait dans la simplicité, sans prétention. Alors ça, c'est la particularité du système finlandais. Puis, si vous me posez la question de qu'est-ce qui fait la particularité du système, bien, je vous dirais l'accessibilité, la chaleur dans l'école. Et c'est drôle parce que si vous rencontrez les personnes finlandaises, elles sont très, très, très froides et c'est long de percer la carapace. Tantôt, on parlait de Sarah. La première fois que je l'ai rencontrée, donc peut-être 4 ans avant d'y aller avec Marie-André. Et Sarah, qui est une belle Finlandaise blonde, un peu comme les idylles qu'on peut avoir des personnes qui vivent dans le sud, là, les Norvégiens, Suédois, Finlandais, dans le Nord, pardon. Dans le Nord. Et on a passé 3 jours ensemble à travailler sur des projets de recherche, à échanger des choses. Et à la fin, comme ici, j'avais fait trans, ça ne faut pas l'oublier. Ici, on fait la bise, on ne connaît pas la personne, on fait la bise. Alors moi, je m'approche pour faire la bise à Sarah et elle fait ça comme ça. Donc, il y a cette distance-là. Non, on se donne la main, on n'est pas rendu là, toi puis moi. Là, alors, mais dans les écoles, ils sont très chaleureux avec les élèves, ils sont très près d'eux, ils sont à leur écoute, ils sont près d'eux dans les deux sens du terme. En proximité, bon, évidemment, c'est pas la bise partout, mais l'élève se sent accompagné, se sent présent. Il n'y a pas une distance. Et puis, il y a très peu de critiques. Nous, au Québec, on entend souvent dans les salons des enseignants, les enseignants râler sur les élèves, Peut-être c'est la même chose chez vous, je ne sais pas. Tandis qu'en Finlande, il y a ce décorum-là, ce respect-là envers nos jeunes. Et c'est pas pour rien. Les enseignants respectent énormément les enseignants respectent les parents, les élèves, la direction respecte. Fait que tout est basé sur la confiance, le respect. Donc, juste ça fait une différence quand même assez importante. Alors, jour 3, on est à Joensuu, visite de l'Université de Finlande orientale. Donc, vous avez une petite image ici de ce à quoi ça peut ressembler. On a rencontré des chercheurs là-bas. Simi, qui est juste ici, et Ville. Et lui, c'était un de nos accompagnateurs. Donc, ces gens-là nous ont fait visiter des escape rooms dans l'université qui ont été mises sur place pour la faculté d'éducation. Excusez, est-ce qu'on sait c'est quoi un escape room? Oui, on est familier. C'est le temps de le dire si vous ne l'êtes pas, on va vous l'expliquer. Ouais. Oui, on va mieux expliquer. Oui, il vaut mieux expliquer. Une chambre d'évasion. Oui. Alors, c'est une chambre d'évasion, un endroit où on simule quelque chose, un crime ou quelque chose comme ça, et puis on se retrouve, on est enfermé dans un endroit et on découvre des indices tranquillement pour arriver à trouver une clé, un code pour sortir de cette chambre-là, une chambre d'évasion. Et souvent, on rentre dans une autre chambre avec une autre chose, et le but, c'est de sortir de ces 2 ou 3 chambres-là dans un délai de 90 minutes, par exemple. Oui, chez nous, c'est de plus en plus populaire. Hein? Les jeunes vont là la fin de semaine. Donc ici, c'est vraiment dans la faculté d'éducation. Ça a été créé pour observer les gens qui travaillent en équipe, comment ils développent les stratégies de travail d'équipe. Donc tout est pensé, c'est hyper amusant, mais il y a des caméras partout qui observent les gens. On peut changer les lumières, on peut ajouter des odeurs, des sons. Dans la pièce, on l'aménage de différentes façons. Ça peut être complètement dans le noir. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on observe. Quelles stratégies sont déployées par les gens pour travailler en équipe, pour apprendre, pour assimiler? Quel genre de rétroaction on peut leur offrir subtilement, sans leur dire quoi faire? Leadership. Le leadership aussi. Qui va prendre les devants? Qui va être le suiveur, comme Marc-André disait hier et tout ça. Et puis, c'était une journée spéciale. Cette journée-là, c'était ouvert à toutes les facultés. Donc, il y avait des étudiants de différentes facultés qui venaient visiter. C'était quelque chose de très enrichissant. Puis, on essayait de voir justement comment on pourrait reproduire quelque chose comme ça dans une classe. Ça peut se faire quand même assez simplement. L'idée, c'est d'avoir en tête des objets qu'on laisse
qu'est-ce qu'on veut que l'élève développe là-dedans, donc qu'est-ce qu'on va mettre à sa disposition, quels outils il va pouvoir consulter, découvrir. Alors, ça peut s'appliquer aux différents domaines, mais dans une classe, ça nous semblait vraiment intéressant. Dans cette université-là, on a vite constaté qu'il y avait beaucoup de salles communes. Donc, c'est le cas dans toutes les universités qu'on a vues. Pardon? C'est l'école à côté. Oui, que je ne vois pas parce que tu le retrouves. Merci. Ça, c'est dans l'université, c'était en haut. C'était les salles de classe à l'université. Donc, cette belle grande salle-là pouvait se transformer en auditorium. Donc, on pouvait retourner. Ici, ça fait des estrades pour s'asseoir aussi. On avait une petite scène, mais sinon, c'était aussi la cafétéria. En haut, on va voir d'autres images, mais c'était des salles pour travailler en équipe ou de façon individuelle. Tout est transformable, tout est flexible. Et comme vous le voyez, c'est très lumineux. On était dans le cas Amos. À ce moment-là, il ne faisait pas encore noir 24 heures, mais le soleil se couchait vers 2-3 heures. Donc, c'est souvent sombre à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est très lumineux. Puis les gens, d'ailleurs, quand on demandait est-ce que le soleil vous manque, chez nous, ça nous manque, en tout cas, quand le soleil se couche plus tôt, puis ils disaient non, on a plein d'autres sortes de lumière. Et tout est très axé, encore une fois, sur la nature. Donc, on voit une salle de classe ici où on s'est assis. Et il y avait des plantes au mur. On le voit plus ou moins, il est au fond à gauche, mais un grand écran. Quand on est entré, il y avait des images de ce qu'on pouvait voir ici. C'était très relaxant, des sons, des petits sons d'oiseaux, des choses comme ça. C'est un endroit où, oui, il peut y avoir des cours, mais où aussi les jeunes peuvent venir les étudiants peuvent venir pour travailler en équipe ou seuls. On parle de la profession ici. Marc-André disait qu'il y avait un grand respect envers la profession enseignante. En fait, c'est une des professions les plus respectées là-bas, les plus en vue, si on veut. C'est la deuxième. C'est quoi la première? Oui, parce que ça, c'est ma première réponse, mais non, pas du tout. Les militaires? Donc, militaires, enseignants. Oui. Oui, voilà. Voilà. Alors, les enseignants ont une grande autonomie professionnelle, puis entre autres parce que lorsqu'ils sont formés, ils doivent avoir une maîtrise. Donc, ils ont un profil de recherche. Ils ont déjà une attitude de recherche, d'essayer des choses, de prendre des données, de revenir, d'améliorer. Donc, ils ont cette belle autonomie-là et ils sont toujours liés à des universités également. Ils font des stages pratiques, ils en ont 4. Ça ressemble beaucoup à ce que nous, on peut vivre. Souvent, les stagiaires sont même réunis dans des équipes avec plusieurs enseignants. Ils sont principalement dans des écoles qu'on appelle des écoles normales, donc des écoles qui sont affiliées aux universités, où les stagiaires se trouvent, il y a un responsable de stage qui est là, etc. Et c'est ça, on a visité justement une petite équipe, on va la voir tantôt, où il y avait un enseignant avec 5 stagiaires avec lui, avec son équipe de travail également. Donc, c'est très, très convivial. Les stagiaires sont là, les enseignants sont là, il y a un gros travail d'équipe qui se fait aussi. Donc, pour accéder à la profession enseignante, ça prend 3 ans de bac, 2 ans de maîtrise, ce qui ressemble un petit peu à nous. Chez nous, c'est 4 ans de bac. Bac est une licence, une maîtrise, c'est un master. En passant. Nous, on francise des choses. Oui. Et comme on disait, ils sont des chercheurs et ils le demeurent. Puis quand on demandait aux gens, aux enseignants, aux professeurs, aux étudiants, aux élèves, pas aux élèves, mais c'était sur quoi votre recherche? Souvent, ils vont dire, la première, c'était sur ça. La deuxième, c'était sur ça. Et maintenant, je suis en train de travailler sur ça. Donc, ils gardent cette posture-là. C'est vraiment très intéressant. Donc, vous avez ici un exemple d'école normale. C'est beau, hein? Là, c'est la plus belle école de Finlande, il faut dire. Ouais. Et une particularité, si je peux me permettre, cette école-là, elle est construite dans un quartier malfamé de Joensuu. Donc, les plus belles écoles dans les pires quartiers. Bon, évidemment, c'est quand même pas Bagdad, là, mais je veux dire, il faut comprendre que c'est une préoccupation de dire on va avoir la plus belle école pour que les élèves en soient fiers, qu'ils en prennent soin et qu'ils veuillent la fréquenter. Est-ce qu'on va parler de Rovaniemi? De la clinique et tout ça? Oui. Alors, à Rantakula, l'école qu'on vient de voir, justement, école défavorisée, on a remarqué différentes choses. Donc, ça, c'est pas nécessairement toutes les images à Rantakula, mais à toutes les petites écoles normales reliées à Joensuu, à l'Université de Finlande orientale.
Pistes cyclables. Tantôt, je vous disais que les routes n'étaient pas super bien déneigées. Les pistes cyclables le sont. Toujours. Éclairées, hyper bien balisées. Les vélos, c'est l'objet à utiliser partout, en plein hiver. Hein? Donc, probablement des pneus cloutés, eux aussi. Pour nous, ça a été une révélation en passant parce que nous, il y a de la neige et puis c'est un débat constant de déneiger des pistes cyclables au Québec. Ouais. Tout est exploité, tous les espaces sont exploités. Donc, dans le corridor ici, vous voyez un laboratoire numérique. Imprimante 3D, découpeuse laser, des tables aussi. Donc, les jeunes, oui, circulent, mais ça devient aussi un laboratoire numérique dans le corridor. Il y avait aussi un petit coin lecture dans le fond d'une classe primaire. Là, tu vois. Parce qu'il y avait un peu. Je comprends. Donc, Sampo Forstrom, c'est une des personnes qui nous a accompagnés une bonne partie de ce périple-là, du moins au départ, qui est un ami aussi, il est venu chez nous 2 fois. Une fois. Il nous présente une classe. Alors ici, c'est une classe qui peut réunir jusqu'à 40 d'élèves. quarantaine d'élèves. Il y avait 4 enseignants qui étaient là. Là, on était en soirée. Les enseignants étaient là. Ils travaillaient ensemble, ils prenaient un café. Ils sont très, très collégiales. Ils travaillent beaucoup en équipe. Puis il y avait des stagiaires qui étaient présents aussi. Et là, ils nous montraient les différentes zones de la classe. Parce que axe vraiment sur des zones, puis ça, on l'a vu partout. Il y a des pastilles de couleurs dans les bibliothèques, dans les classes, dans les écoles, où on a une zone concentration, une zone créativité, une zone activité physique, une zone présentation. Donc, des estrades, des endroits avec des beanbags pour s'asseoir confortablement, des espaliers, des tables de travail, des salles un petit peu plus fermées pour des visionnements ou peut-être des rencontres avec des spécialistes aussi. Et là, Sampo est en train de nous parler du fait que les enseignants, travaillent beaucoup en équipe, travaillent beaucoup, comme on le disait, avec la nature tantôt, mais avec la découverte. Donc, on va présenter un projet. Lui enseignait à ces classes-là avant, justement, c'était 4e année primaire, si je ne me trompe pas. Il travaille beaucoup en projet et les élèves découvrent au fur et à mesure. Donc, on parle du volcan, bien là, on va aller voir la géographie, on va aller faire des calculs, on va aller voir du finnois, etc. Est-ce que je peux juste... Oui. Si vous remarquez, les classes communiquent ensemble. Ouais. Donc, les enseignants peuvent travailler en collaboration. Un enseignant peut dire, moi, je vais prendre tels élèves qui ont plus de difficultés, je vais en envoyer plus de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de ratio dans le nombre d'élèves, mais les enseignants se passent des élèves comme ça. Donc, ils travaillent fréquemment en collaboration. Si vous avez remarqué, vous avez été attentif, vous avez vu des espaliers. Vous savez, c'est quoi des espaliers? Sur le mur, donc pour grimper. Il y avait des choses qui étaient suspendues. Donc, les élèves peuvent grimper, se pendre. Je ne sais pas comment dire autrement. Se suspendre à quelque chose. Il y a des hamacs, il y a toutes sortes de choses. Et donc, encore une fois, l'élève peut être actif. Hier, si vous étiez là, est-ce que tu as vu, j'ai fait une présentation l'après-midi, il joue à la balle dans l'école? Oui. Bon. Fait que les élèves peuvent être actifs. On n'est pas en panique parce que l'élève bouge un petit peu trop avec une envie de lui donner du Ritalin. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bon, c'est beau. Lactaline, par exemple, c'est comme ça que vous appelez ça. Alors, on veut que l'élève bouge, qu'il y ait de l'espace, et on aménage l'espace de cette façon-là. C'est-tu moi qui filme vraiment mal ou c'est accéléré ou c'est saccadé? Je ne répondrai pas à cette question. Ça répond à la question. Je veux que ça se passe bien. Alors, là, on voit différentes écoles, hein, mais à chaque fois, c'était des lieux ouverts. À chaque fois, les différents directeurs qu'on a vus nous parlaient de grappes. Donc, plein de petites classes qu'on peut fermer au besoin. On était en temps de pandémie, hein, donc c'était assez fermé. Sinon, qu'on peut ouvrir pour avoir des zones de travail différentes. Il y avait des zones de travail individuelles, comme on peut voir ici, puis sinon, des zones de... Ben là, ça a passé avant, là, mais pour le multimédia, on voit un tableau vert, donc différents espaces qu'on pouvait exploiter. Et aussi, vous remarquerez que beaucoup de classes il y a des tapis. Nous, on s'est débarrassé de ça il y a longtemps, mais les tapis sont revenus en Finlande. Pourquoi? Parce que justement, vu que les élèves bougent, parlent,
il y a dans certaines classes, premièrement, des décibelmètres pour que les élèves puissent se réguler eux-mêmes. Et deuxièmement, il y a des capteurs de son. Donc, le tapis va absorber le son. Et à différents endroits, on va le voir à la fin, il y a des pièces de feutrine qui sont de la décoration, mais qui font office pour absorber le son. Vous voyez le tapis ici. On parle beaucoup de bien-être. On veut que les gens soient bien. Chez nous, c'est peut-être pas la base, mais là-bas, justement, pas de bruit. Vraiment, les décibelmètres, c'est impressionnant. C'était à cette école-là qu'il y avait des décibelmètres, puis ils nous disaient, regardez, c'est indiqué, il ne faut pas que ça dépasse tant de décibels. Les élèves ne le dépasseront pas, ils voient. c'est vrai. C'était des zones de jeu. C'est impressionnant. Mais c'est pour le bien commun, le bien de tous. Compétences transversales. Ah! OK. Ça, c'est l'université de Aoulou? Oui. Qui est une des universités les plus connues dans le monde dans la faculté d'éducation. Ils travaillent sur différents domaines, dont surtout les compétences socio-émotionnelles. Je pense que vous avez peut-être une autre façon de le formuler. Donc, comment entrer en relation, les habiletés sociales. Donc, ils approfondissent. Il y a des chercheurs qui sont très en vue qui travaillent à ce niveau-là. Ça, ici, vous avez une charte, c'est Marie-André qui l'a traduite. Ouais. L'espèce de compétences, des espèces de compétences transversales qui sont enseignées. Ce qu'il faut savoir en Finlande, c'est que ça, c'est une autre légende urbaine qu'on entendait, que nous, on avait entendu, c'est que les Finlandais n'enseigneraient plus des programmes disciplinaires, donc ils n'enseigneraient plus les mathématiques, les sciences, peu importe. Et c'est faux. Ils enseignent d'abord des compétences socio-émotionnelles et ils se servent des matières après ça pour approfondir les choses. Donc, par exemple, si on veut développer la créativité, bien, ils vont le faire autant en mathématiques qu'en art, qu'en finnois, qu'en anglais ou peu importe. Alors, c'est d'abord et avant tout, on enseigne des compétences transversales et on utilise les programmes parce que les élèves qui sont là, évidemment, ils apprennent aussi des choses comme nos élèves. Alors, si on regarde les compétences, réfléchir et apprendre à apprendre, donc tout ce qui est métacognition. Je m'excuse, je suis dans votre... mais vous pourrez prendre photo, mais comme on vous l'a dit, vous allez avoir accès à cette présentation-là avec plaisir. Interaction et expression, bienveillance envers soi et envers les autres, multidisciplinarité, créativité, le numérique, les compétences professionnelles, l'entrepreneuriat, la participation, influence, construction d'un avenir durable et réfléchir à... excusez, je l'ai dit tantôt. Ça, c'est le nom du référentiel que je ne peux pas malheureusement vous traduire. Je me souviens plus du tout ce que ça veut dire. Mais principalement, c'est ça. Le numérique est intégré, comme je le disais tantôt, mais je vous dirais le technologique. Ici, vous avez des salles pour justement fabriquer des choses, donc avec des outils conventionnels qui sont quand même assez avancés. Là. Il y a beaucoup de choses. Il y a des treuils, il y a des étaux, des coupes, il y a des scies, bref, des perceuses. Et si on regarde, excuse-moi. Il y avait des salles pour le travail du métal, le travail du bois et le travail des tissus. Aussi. Oui, et vous voyez ici, vous avez le numérique. Donc, dans l'école, il y a des choses qui sont projetées par terre. Les élèves peuvent se promener et jouer en même temps à des jeux vidéo qui vont les mettre en action. Il y a des jeux de yoga aussi, on va pouvoir vous en montrer tantôt. Peut-être pas finalement, parce que si vous voulez me voir faire du yoga et vous marrer, vous allez pouvoir peut-être le faire si vous êtes gentil. Donc, le numérique est partout en Finlande. Et les élèves apprennent à l'étudier de façon responsable. Bon, hier, on se parlait, je m'excuse, j'ai pas votre nom. Hereata. Pardon? Hereata. Hereata. Bon, parfait. Hereata me demandait est-ce qu'en Finlande, est-ce que c'est vrai qu'ils veulent diminuer le temps d'écran de façon drastique puis qu'ils reconsidèrent, c'était la question que vous avez posée, qu'ils reconsidèrent l'utilisation du numérique et des écrans. Alors, j'ai parlé à mon ami qu'on a vu tantôt, et puis, évidemment, il se questionne par rapport à tout ça, mais il n'est pas question de couper. J'avais lu un texte, ça fait un certain temps, que par la contrainte, on n'arrive jamais à rien en éducation, essentiellement. Le travail, c'est d'éduquer les personnes qui vont être appelées à faire des choix pour eux-mêmes. Mais essentiellement, le numérique est pratiquement partout, sous différentes formes. Alors, les élèves peuvent jouer à des jeux dans des espaces. Ici, bon, c'est un laboratoire numérique. On en a vu un petit peu tantôt. Ici, on voit Sampo justement jouer avec un jeu, là, puis faire des tests ici. Différentes choses. Ça, c'est un laboratoire numérique. Celui-là est à l'université, ce moment-là? Oui. Voilà. Donc, d'autres salles. Celle-là, c'était pour le travail du bois. Il y en avait aussi des salles de robotique. Ici, c'est en fait, on est entré dans une école à formation professionnelle en informatique.
Et quand on est entré, le directeur nous a amenés dans cette salle-là et, bon, vous, comme moi, probablement, vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit ici, mais ça dit, vous entrez dans une salle, vous pouvez rencontrer des gens de partout dans le monde. Et là, on regarde, mais il n'y a personne. Il dit, attendez, je vais vous faire rencontrer des gens dans cette même salle-là tout à l'heure. C'est qu'on a reproduit cette salle-là dans un monde virtuel et on peut y accéder avec les lunettes de réalité virtuelle. Donc là, si j'avais mes lunettes, je pourrais me connecter puis on pourrait aller rencontrer des gens. Donc ça a été une belle expérience aussi. Ils ont carrément reproduit. Je l'avais cette vidéo-là, mais... Je vais montrer les panneaux feutrés. Oui. Parce que là, je sais que la photo n'est pas très grande, mais vous voyez, les abat-jours sont en tissu qui absorbent le son. Donc, tout est pensé de la décoration qui a un usage, un double usage. Ça ne fait pas juste beau, ça absorbe le son pour pouvoir justement permettre aux élèves d'être le plus actifs possible. On appelle ça des pièges à bruit chez nous. Pour vrai? Des Des pièges à bruit. Ah oui, j'ai On jamais met sur les murs, on met de la déco, etc. Mais ça existe. OK. Bon, c'est tant mieux. Merci de m'instruire. J'avais jamais entendu ça, des pièges à bruit. Puis en plus, c'est beau, c'est bien dit. Oui. J'avais mis ça à l'Institut de Lyon. Et ça marche. Ah, voilà. Bon, celle-là, on l'a vu tantôt, la salle d'évasion. Là, c'est là qu'on peut peut-être te voir faire du yoga à Yoensu. Donc ça, c'était à l'école Rantakula qu'on a vu tout à l'heure. Sur les murs. Oh, ils veulent pas, hein? C'est triste. Sur les murs, il y a des... Oui? Des high walls, donc des jeux au mur. Les élèves arrêtent devant le mur et Voilà. qu'il y a des capteurs et puis ils doivent faire des figures, donc ils doivent, admettons, faire ceci ou cela, etc. On vous prive absolument de rien si jamais vous voulez passer un autre diapo. On va le faire Tu leur donnes avec plaisir. Voilà, c'est comme une oubliée un petit peu. J'ai un très bon sens de l'équilibre. Alors, on continue de monter. C'est encore le même principe, sauf que plus on monte, plus il fait noir. Donc là, on s'en va effectivement vers le Kaamos. Toujours ces belles routes enneigées, je vous épargne. C'est pas ici qu'on voit Rennes qui traverse, hein? Non. Et là, j'ai eu le plaisir de prendre une photo de ma montre. Il était 13h15, durée du jour. On était rendu au 70e parallèle. À Utyuki, et c'est là qu'on a vécu le 24 heures de nuit. En fait, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu Kaamos, qui ont déjà vu? Moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment le noir total comme la nuit, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a une espèce de... Il n'y a pas un lever du soleil, mais il y a comme, vous savez, cette espèce de lumière entre le moment où le soleil est vraiment visible puis qui est encore couché, mais c'est ça qu'on voit autour de midi. Ça dure peut-être 1 heure, 2 heures. Il y a ce qu'on appelle l'heure bleue, donc dans l'heure Ouais. du dîner, du petit déjeuner, pardon, où il y a... c'est bleu, essentiellement, Ouais. donc c'est indigo. Et puis, mais effectivement, Comme ça. là, présentement, vous voyez, oui, c'est ça comme ça. Si vous regardez à gauche, à ce moment-là, bien, il est environ 16 heures. Alors, vous voyez qu'il fait nuit, essentiellement. Puis, ben ça, c'est le pont qui mène en Norvège. Justement, on dormait tout à côté dans une petite cabine. Puis, vous voyez que partout, il y avait des rennes comme ça, qui se gênaient pas, bien sûr, pour traverser devant nous. Et qui goûte très bon, soit dit en passant. Et qui se sont trouvés dans notre assiette à plusieurs reprises, par choix. Et c'était très bon. D'ailleurs, l'un des plats, je dirais pas plat national, mais c'est un plat quand même très connu là-bas. Je me souviens plus du nom. C'est un peu comme un ragoût, mais c'est des tranches de renne très minces, petites tranches, qui servent dans son bouillon au milieu d'une purée de pommes de terre avec une petite confiture d'érelle, des champignons, des choses comme ça. C'était très goûteux et très bon. Ouais, je suis capable de... Bon, OK. Ah oui. Alors, à Utyuki, on a visité cette école magnifique qui réunit à la fois les Samis, donc le peuple autochtone là-bas, les Samis, et les Finlandais. Donc, c'est une école où on peut offrir les cours soit en Sami, soit en finnois. Et puis, c'est une toute petite école très accueillante où on a eu le plaisir de jaser avec le directeur, de
voir les élèves et tout ça, et de constater que la culture est très présente et les deux cultures se mélangent. Je ne m'étendrai pas, mais ça te va? Là-bas, on ne parle pas de 4 saisons, mais de 8 saisons. Donc, les entre-saisons des Samis sont considérées là-bas. Puis, si ça vous intéresse, vous irez faire un petit tour. C'est vraiment super intéressant. Très, très vaste comme territoire. Donc, les écoles allaient chercher des élèves sur une très grande distribution. C'était la fête de Santa Lucia, au moment où on est allé le jour de la lumière. Donc, on a pu assister. Ça, c'était en plein jour. J'aime bien prendre une photo. En plein jour, mais il faisait nuit. C'est pour ça que c'était bleu. Alors, on a assisté à la fête de Santa Lucia, où une élève nous faisait des belles... Est-ce que c'est célébré? Non. La fête de la lumière, non. À Lyon aussi, Oui, le 8 décembre. exact, exactement. Alors, on avait loué une voiture, hein, vous vous en doutez. Et puis, en sortant de la cour de l'école, qui n'était pas balisée du tout, il est arrivé ce qu'il devait arriver. C'est-à-dire que Marc-André, hein? Il n'y a personne qui conduit. Moi, je me souviens que c'est toi qui conduisais. Alors, en fait... Qu'est-ce que vous allez croire, soyez honnête? Il a mis le côté de la voiture dans le fossé. Et donc, il a fallu se débrouiller. Là, on voit la dernière partie, la plus directe, quand le déneigeur du coin est venu nous sortir de là. Mais juste avant ça, il y a les élèves qui nous ont vus dans les fenêtres et qui sont sortis pour pousser la voiture. Ils ont tout essayé. Mais ce qui était drôle, c'est que c'était les plus vieux qui sortaient, puis il n'y avait même pas leur manteau qui s'en venait. En pantoufles. En pantoufles. Donc, ouais, on a quitté de façon tout à fait subtile. Mais au moins, après ça, ils nous ont dit faites-vous-en pas, ça arrive tout le temps. Quand il y a de la neige, on essaie de bien baliser, mais quand c'est pas bien balisé, admettons, s'il y a un trou, mais qu'il y a tombé beaucoup de neige, bien, la charrue va passer par-dessus. Ce qui fait que s'il n'y a rien en dessous, donc si on met un poids de je sais pas combien de kilos, même, dans son tomber. Et c'est arrivé. On dit qu'on n'abandonne aucun élève en Finlande. On veut s'assurer qu'ils se rendent le plus loin possible. On a dit qu'on les garde avec nous jusqu'à 18 ans à l'école. Et on fait tout pour qu'ils soient le mieux possible et qu'on trouve la meilleure option pour eux. Donc, après l'école primaire, si ça ne fonctionne pas de demeurer dans le système régulier ou quoi que ce soit, on va aller vers des écoles plus spécialisées. Puis, par exemple, on a rencontré des jeunes, des ados qui étaient à l'école d'art, entre autres à Savonlinna, qui arrivaient de très loin. Ou des écoles spécialisées en informatique qui arrivaient aussi de très loin. Donc, c'est des écoles spécialisées vers lesquelles on les oriente pour faire en sorte que leur parcours soit satisfaisant, utile, agréable. Donc, on veut vraiment les garder le plus possible pour faire en sorte qu'ils aiment l'école. Oui, il y a des internats alors. Oui, tout à fait. Parce que s'ils viennent de loin, tout à l'heure. Exact. C'est pas systématique, mais il y en a effectivement. Il y en a. Oui. Des écoles inclusives aussi. Ici, on avait une classe d'élèves, je pense que c'est autistes. Oui, avec les animaux. Spectre de l'autisme avec des animaux. Petite parenthèse là-bas, le repas est fourni par l'école pour tous les enfants, mais on veut quand même que ça demeure éducatif. Donc ici, j'ai pris en photo l'assiette qu'on recevait avant de nous servir et devinez ce que représentent ces couleurs. Viande. Fromage. Non. Donc, effectivement, des légumes, des féculents et la protéine. Donc, c'était pas nécessairement de la haute gastronomie, mais on respectait les bonnes proportions et c'était quand même bon, intéressant. Il faut savoir que c'est fourni, c'est un buffet, donc les élèves se servent. Alors, c'est pour cette raison-là que ces assiettes-là sont utiles. Ouais. On fait... Oui, effectivement. On pratique beaucoup la ludification des apprentissages, la gamification, l'édification, ça résonne pour vous. Entre autres, à Rovaniemi, où on a fait des recherches et on a rencontré
Une autre chercheuse ici, Mariana Kangas, son nom est caché, hein? Elle a fait des recherches sur le playful learning. Donc, ça ressemble beaucoup à la ludification, mais elle intègre là-dedans la notion de bouger. Elle disait que c'est important que l'élève bouge, demeure actif. Donc, entre autres, elle amenait les élèves dans un parc. Et là, il y avait une espèce de course à relais où il y avait des codes QR cachés, l'élève avait sa tablette, apprenait quelque chose, ça lui donnait des indices pour se rendre ailleurs. Donc, dans toutes les activités du playful learning, il y a l'ajout de l'activité physique qui est important pour eux. Et c'est plus aussi, c'est de donner du contrôle aux élèves dans la tâche qu'ils ont réalisée. Alors, c'est de leur dire, on va fixer les règles ensemble. Voici ce qu'on a à apprendre, comment est-ce qu'on va s'y prendre, quelles règles on va se donner pour qu'elles soient respectées. Quand les règles sont imposées, partout, c'était drôle, on était en bas avec, il y avait un petit atelier, et elle disait, quand c'est interdit, le réflexe humain, c'est de faire exactement le contraire de ce qui est interdit. C'est vrai pour nous en tant qu'adultes, mais c'est vrai aussi pour des enfants, bien évidemment. Alors, c'est de se donner des règles et puis de collaborer. Bon, on a bien sûr fait une petite escapade à Rovaniemi au vrai village du Père Noël. On a fait une belle marche à travers son château gigantesque pour se rendre au vrai Père Noël. Et à notre plus grand étonnement... Qui demande 60 € pour être pris en photo. C'est parce que je m'étais engagé avec mes élèves, avec mes plus jeunes en première année, de faire une visioconférence avec eux, le Père Noël, le vrai Père Noël. Et il y avait une enseignante qui m'avait tricoté un bonnet, puis qui avait dit « Monsieur Girard doit aller voir le vrai Père Noël ». Il a été appelé en tant que lutin pour aller l'aider. Fait qu'il m'a fait ça. J'avais amené mon bonnet. Comme j'arrivais sur place, c'était j'aurais dû y penser. On s'est débrouillé autrement, mais voilà. Je m'excuse. C'est correct. Puis le Père Noël, c'est impressionnant quand même parce qu'il y avait des touristes de partout dans le monde et on arrive et là on essaie « Bonjour, hi ». Et il nous répond « Bonjour », puis il se met à nous parler en français. Et là, on lui a demandé combien de langues il parlait. Je pense qu'il parlait 7 langues. L'intelligence artificielle. Ah non, il était c'était vraiment lui. C'était le vrai Père Noël, je suis convaincue. Il était peut-être pas intelligent, mais il était pas artificiel, certainement. Non. C'était bon, c'était comme un petit clin d'œil Rovaniemi. C'est là il paraît que c'est là que vous allez manger les rennes du Père Noël. Entre autres. Il y en a un petit peu moins pour la livraison des cadeaux. Ouais. On peut aller plus... Ben, tu sais, ça fait même pas 1 heure qu'on a commencé. Hein. Poké, c'est une des écoles à vocation. Donc ici, c'est des écoles... celle-là est axée sur l'informatique à Nikolski. On l'avait donné dans un arbre la veille. Juste comme ça. Donc, bien sûr, dans un chalet qui était dans un arbre. Nous, on n'a pas dormi dans un arbre. Tantôt, je vous parlais du petit salon à l'entrée de l'école qu'on est allé visiter. Donc, c'est là que PK m'a amené visiter le petit salon. Et j'ai rencontré une personne là-bas. Là, on a comme filmé ce que je pouvais voir. Là, je pense que je n'avais pas encore les lunettes, là, mais voilà, il y avait quelqu'un dans le petit salon qui nous accueillait. Puis, on pouvait aller rencontrer des gens. Ça te donne une meilleure idée. On a rencontré un étudiant là-bas. Il s'en allait dans l'armée. Puis il disait que c'était la meilleure école pour apprendre les technologies et être enrôlé à peu près n'importe où. Il était sur un projet, il travaillait tout seul, puis il se débrouillait, puis il y avait un technicien avec nous qui venait donner un coup de main aux besoins. Et PK, c'est sûr qu'on est technophile, hein? On est des geeks. Comme je disais hier, on dirait que j'ose plus nommer le mot parce que ça fait trop réagir les gens, mais je suis une geek aussi. Puis, il est arrivé, il m'a donné un appareil, il dit « Bon, alors, crée ton 3D, on va aller le placer dans un salon de démonstration, tu vas aller l'installer, tu vas nous mettre des toiles. » OK, d'accord, je prends ça. Comment je fais? Ben, pitonne. Essaie, fais des essais, appuie sur des boutons. OK. Là, je dis « C'est comme ça avec les étudiants? » Il dit « Oui. » On leur met les objets dans les mains, comme tu parlais de l'ordinateur hier. On leur met l'objet dans les mains, vas-y, essaie tous les boutons, vois ce que ça donne. Puis c'est comme ça que tu vas apprendre le mieux. Moi, je vais être là pour te déboguer au besoin. Ça va fonctionner. C'est la même chose pour la musique. Oui. Il me semble que... Eux, ils étaient en collaboration avec une école... c'est ici. Ouais. Avec une école indienne. Et puis, ils devaient enregistrer une chanson pour envoyer à leurs collègues indiens.
Puis il a dit, est-ce que vous jouez quelque chose? Je dis, ben, je gratte un peu la guitare, j'ai joué de la batterie, de la basse, mais tu sais, rien. Fait qu'il dit, ben voici les accords, mais sur un accord de 6 cordes sur 4 cordes. Fait qu'ils m'ont montré comment faire ça. Fait qu'on s'est installé, moi j'ai pratiqué mes accords. Et bref, on s'est enregistré puis on a envoyé une chanson internationale finno-canadienne à nos amis indiens. Et si vous regardez pendant un certain temps, la dame blonde qui est en arrière qui joue du je sais pas quoi. Là. Non. De quoi? Non, va pas là. Ben oui, c'est drôle. Qui joue comme ça, mais à un moment donné, Elle va m'assommer. elle va frapper Marie-André. Moi, je suis en bas, là. Alors, on était avec Pekka toute la journée. Là, il t'écoute pas, il faut juste regarder la madame. Il nous amène dans un cas, on va faire une chanson. Laquelle, je sais pas, on va improviser. Puis il disait, ben pour apprendre, il faut avoir les mains dedans. Donc là, on était dans la portion musique. Et voilà, on a créé la chanson. On suivait ce que Pekka chantait, tout ça. On changeait le rythme. Mais il n'y a pas de son. On a des problèmes de son. C'est ça. Mais vous allez pouvoir le voir en ligne. Ça s'en vient, ça s'en vient. Non, non, vous ne le verrez pas. OK. Ah, laisse ça. Mais je ne sais pas c'est quand. Voulez-vous le voir? C'est peut-être déjà passé. Hein? Ah, non, non, c'est pas passé, je regarde depuis tantôt. Ça n'a pas paru. Ça s'en vient. Voilà, ça vient. Elle va avoir une bosse. Oh! Bon, OK. Il va se plaire. Essentiellement, on a terminé notre périple de visite d'école. Je pense que c'était la 12 ou 13e qu'on a visité. Ouais. Une école vocationnelle, encore une fois, qui permet la formation des... au niveau, je pense qu'il y avait de la mécanique à cet endroit-là. Il y avait de la conduite, coiffure, d'esthétique, de la mécanique avec des automobile, simulateurs. des cours de conduite. Je suis une fan un petit peu de Star Wars, donc il y avait des beaux... ouais. De la ferblanterie, L'électricité. l'électricité, réparation automobile. Ben, ça, c'était une petite salle de réunion. Voilà. Et notre dernier aperçu. On est allé, là, ça n'a absolument rien à voir avec l'éducation, mais si jamais vous allez un jour à Helsinki, allez faire un tour sur Helsinki, qui est une ville typique, là, absolument rien à s'exciter. C'est pas Paris, c'est pas Barcelone. Mais à l'extérieur de l'île, de la ville, il y a une île qui s'appelle Suomenlinna, qui est vraiment très, très bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la porte du roi, qui a été faite en 1700 quelque chose. Tu descends et tu arrives à la mer. Et on était debout, et il y a un bateau militaire qui est passé devant nous, et ça commençait à brasser avec les Russes. Alors, disons que c'est comme bonjour, bonjour. Ouais. Et voilà. Et puis, c'est une ancienne forteresse militaire aussi, depuis, je pense, les années 1600 qui a été conquise. C'est très, très beau, c'est relax, c'est agréable comme endroit. Moi, c'est un de mes endroits préférés dans le monde. On se promenait à travers les petites huttes là, qu'on Oui, pouvait aller. ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas de bite, on a fouillé, on n'a pas vu. Donc après, ici, on a répertorié quelques villes qu'on a visitées. Donc, après avoir visité ces villes-là, et de vous avoir fait toutes ces présentations-là, bien, peut-être que vous avez des questions. On est rendu là. Je ne sais pas si vous avez des interrogations ou... Vas-y. Au niveau des frais scolaires, est-ce que la niveau privé public Oui. Nous, c'est drôle parce qu'au Québec, il y a beaucoup d'écoles privées. Il y a une chicane privée-publique quand même assez importante. Et c'est une des premières questions qu'on se fait poser. Et c'est une des questions qu'on a posées là-bas aussi. Donc, on se fait souvent dire qu'il n'y a pas d'école privée là-bas. Qu'il n'y a pas d'école privée là-bas et que c'est une école qui est la plus inclusive, la plus équitable. C'est faux. Il y a des écoles privées qui sont là-bas. La seule différence, c'est qu'elles ne sont pas financées par le gouvernement, sauf si elles sont à vocation particulière. Admettons pour des élèves en difficulté ou des situations comme ça. Il y en a, si ma mémoire est bonne, il y en a une quarantaine dans toute la Finlande. Donc, il y a effectivement des écoles, mais la majorité des écoles sont publiques. La forte majorité des écoles sont publiques. gratuit? Publiques, gratuites. Et elles sont financées par les municipalités. Allez-y. Est-ce qu'il y a encore des lapons nomades? Et Oui. comment sont scolarisés les enfants? Oui, ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je sais qu'il y a encore quelques lapons nomades. Et il nous expliquait que c'est une problématique parce que ces personnes-là se promènent. La Laponie, c'est pas juste finlandais, hein, c'est suédois, c'est norvégien, c'est russe également. Donc, ils se promènent et alors ça crée des problèmes. Ce que je ne peux pas répondre à votre question, je ne sais pas. Ce que je peux répondre, par exemple, c'est qu'il y avait un projet de construction d'une université lapone qui serait dans le nord de la Norvège, qui
desservirait plus précisément les Samis, donc avec les réalités nordiques. Comment est-ce que il n'y en a pas énormément de nomades? Est-ce que c'est des personnes qui sont plus vieilles, donc plus attachées aux traditions, ou est-ce qu'il y a des jeunes Lapons, des jeunes Samis nomades? Ça, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas malheureusement. Est-ce que vous avez réussi à transposer dans vos enseignements? Dans l'enseignement, on a deux directions, c'est difficile à répondre. Moi, je vais vous donner ma réponse, tu donneras la tienne. Moi, depuis que je suis en contact avec les équipes finlandaises, donc depuis 2017, on les a invités à donner des conférences aussi au Québec 2 fois. On est allé 2 fois, fait qu'on a comme on a bâti des liens. Moi, je vous dirais qu'en tant que direction, je me soucie beaucoup plus du bien-être de mes élèves, de mes équipes, depuis que j'ai vu comment ça fonctionnait là-bas. Je livre un message qui est différent à mon équipe, celle que je vous fais confiance, puis je suis là pour vous. Mon travail, c'est de vous aider. De vous aider. Et ils ne sont pas nécessairement habitués à entendre ce message-là. Alors, ça crée une certaine instabilité, puis même une certaine méfiance, parce qu'ils ne sont pas habitués à se faire dire j'ai confiance en toi. Souvent, ils pensent qu'il y a un certain niveau de méfiance envers la direction. Ça, j'en ai parlé dans mes études aussi. Où est-ce que, quels sont les critères? Hier, j'ai fait une présentation à la DG2E, c'est ça? Alors, je leur expliquais les critères justement pour créer un lien de confiance avec les équipes. Il y a des belles recherches. Non, malheureusement, je n'ai pas de crayon, mais je pourrais peut-être l'écrire ceux qui s'intéressent par rapport à la confiance. C'est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Il y a une... Merci. Ah, merci. Tapez... le nom de l'auteur, c'est Ballier. 2007, si ma mémoire est bonne. C'est un chercheur turc qui a fait une recherche après le coup d'État d'Erdogan contre Erdogan en Turquie. Et Erdogan a limogé plusieurs cadres dans les écoles. Mais on parle de milliers de cadres pour les remplacer par des personnes qui n'étaient pas formées. Et le chercheur a étudié dans les écoles comment est-ce que le lien de confiance allait se bâtir avec des nouvelles directions qui sont là, qui sont inexpérimentées et qui n'ont pas de crédibilité. Alors, il donne plusieurs indices, plusieurs choses. Donc, quand moi je prends ça, puis je prends ce que j'ai vécu, puis j'ai vu là-bas, j'essaie d'être plus accessible, plus bienveillant envers les équipes, autant pour les élèves que les membres du personnel. Fait que si vous me posez la question, qu'est-ce que je retiens, puis comment j'ai remis ça, ben, c'est de cette façon-là. Pour ma part, c'est beaucoup le côté travail d'équipe interdisciplinaire. Donc, j'essaie d'apporter ça davantage dans mes équipes. Donc, c'est sûr que je leur ai parlé de comment ça se passe, puis c'est surtout de voir, regarde, ça se fait. Donc là, j'ai justement 2 enseignantes qui débutent vraiment de l'interdisciplinarité. Donc, elles enseignent au secondaire à la fois le français et l'histoire, mais dans des projets communs, dans des salles comme on a vu. Donc, c'est de gérer une nouvelle façon de répartir les élèves, comment rétroagir avec les élèves, comment évaluer aussi en cours d'apprentissage. Et le côté, au début, là, on parlait de la confiance. Quand on disait, je vous donne la clé, je leur fais confiance, je leur donne de la latitude. Donc, je travaille beaucoup là-dessus avec l'équipe d'enseignants à dire, donne-leur la chance. Parce que souvent, on va dire, oui, mais blablabla. Bla, bla, bla. Et là, je leur dis, et si on essayait? Donc, je transforme les oui, mais en et si, et de voir comment ça se fait. C'est démontré. Puis il y en a au Québec aussi, il y en a certainement en France aussi. Transformons donc ça en voyant ce que ça peut donner. Là-bas, les équipes étaient comme ça. Ils étaient tout le temps ensemble, les enseignants, ils étaient toujours en travail collaboratif de plein de matières. Puis on ne l'a pas vu, mais quand on parlait des graphes tantôt, ben c'était pas juste toutes les classes d'un niveau ou toutes les classes de français. C'était la classe de français avec la classe de mathématiques qui faisait des projets interdisciplinaire. Donc, c'est pas juste on fait un petit bout en français, un petit bout en mathématiques, c'est on fait un projet, les 2 enseignants sont là, puis on va donner des ressources l'un et l'autre. Donc, pour ma part, c'est ce que j'en ai tiré. Je vais répondre à votre question. Ouais. Si jamais on a du temps, j'aimerais ça rajouter un petit peu. Oui, est-ce que ça ne se rapproche pas de la pédagogie des centres d'intérêt comme Freinet, par exemple, l'a prôné à une époque, etc. Bien sûr, plus travaillé, plus élaboré et encouragé par le politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas des similitudes de ça? Il y a un petit peu de doué aussi, la pédagogie par l'expérience, d'apprendre par l'expérience. Il y a un petit peu de tout.
effectivement. Mais on essaie vraiment de centrer les activités sur les besoins des élèves, les intérêts des élèves. Il y a du problem-based learning, il y a de socio-constructivisme énormément. Et ça, c'est une des choses. Puis là, je vais faire un crochet avec votre question, madame. Au Québec, c'est vraiment l'enseignement efficace. Je ne sais pas si vous êtes familier que l'enseignement efficace. En anglais, c'est quoi? Je ne m'en souviens plus c'est quoi. Essentiellement, l'enseignement efficace, c'est de s'assurer que les élèves ont appris. Donc, c'est très basé sur l'instruction, le programme. Comment est-ce qu'on fait pour... C'est un... je le mets en guillemets, mais passer la matière. Donc, voici la matière que j'ai à passer, voici le cerveau, puis je dois trouver les solutions les plus efficaces pour que ce soit revenu. En Finlande, on se base sur le lien, on travaille sur l'enfant. Ce qu'on veut faire, c'est un citoyen qui est accompli. Pas pour rien qu'en Finlande, les taux de crime sont très bas. Ça fait partie des pays qui sont le niveau de bien-être sont très, très, très élevés parce qu'ils ne se cassent pas la tête sur certaines choses. Un élève heureux va finir par apprendre le programme. Nous, on travaille à l'envers. On fait rentrer le programme dans la tête des élèves, puis quand ça ne rentre pas, on essaie de le plus possible. Et puis, donc, moi, j'ai une autre vision qui, moi et plusieurs autres personnes au Québec, mais on se bute souvent au ministère, l'enseignement explicite, l'enseignement efficace. C'est ce qui est enseigné aussi beaucoup dans les universités. C'est basé sur la recherche, tandis que là-dessus, vous savez, je ne sais pas si vous avez des formations en recherche, mais les chercheurs s'obstinent énormément. Oui, mais. Pour chaque chose, il y a toujours une recherche qui démontre son contraire, la majorité du temps. Et puis, mais en Finlande, il y a une tradition de recherche qui est vraiment basée sur l'individu, sur l'humanité. Alors, ramener ça au Québec, aux États-Unis, c'est pas toujours facile. Allez-y, il y a une autre question. Oui, alors, je crois que notre ancien ministre Blanquer, qui nous a cassé les pieds avec l'école de la confiance, qui était un vaste slogan, mais une vaste fumisterie, parce qu'on voit ce que c'est que l'école de la confiance ici, mais dans toutes ses dimensions, vous l'avez fort bien exposé. Mais je retiens un truc très intéressant. Nous, que ce soit de la maternelle au CM2, la semaine, elle a toujours le même nombre d'heures. Et là, on constate que quand c'est des petits, on est à 20 heures, on monte à 22 heures, etc., etc. Et je pense que cette progressivité dans le nombre d'heures qu'on passe à l'école selon l'âge, c'est quelque chose d'intéressant. Je n'ai jamais vu. Voilà, là, j'ai découvert ça. Et c'est important pour les Finlandais que les enfants puissent jouer, puissent apprendre. Bien sûr. Mais c'est pas... Bon, je ne sais pas, je ne suis pas bien placé pour parler de la France, encore moins de la Polynésie, mais au Québec, c'est le même nombre d'heures, nous aussi. Il y a de la place pour jouer à l'école, tout à fait, mais on dirait qu'on ne considère pas que l'apprentissage, ça fait aussi de façon informelle, à travers d'autres façons. Puis la famille est très présente aussi, parce que l'école finit tôt. 2 heures, 2h30, puis on dit « Ah oui, et les élèves partent? » Oui, ils partent. Les parents viennent les chercher. Le temps en famille est précieux aussi. Chez nous, s'il y a un congé parce qu'il y a une tempête de neige ou quelque chose comme ça, les parents vont râler et vont dire « Oh non, l'école est fermée. » On dit souvent « Bon, la garderie est fermée, les parents doivent s'en occuper. » Alors que là-bas, c'est le contraire. La journée d'école est assez brève, puis c'est les familles qui récupèrent les enfants et c'est très important pour eux. Puis d'ailleurs, je vous présente des extraits là, du site. Je vous ai donné un code QR tantôt, je vais le réafficher. Il y a plein de choses là-dessus, des reportages qu'on a fait. Allez jeter un œil, il y a beaucoup de choses. Donc, dans cette école-là particulièrement, je cherche son nom à la dame, mais c'est pas grave. Marie-Voix Salot. Oui. Donc, elle disait que son école, c'est une maison. Effectivement, il y a une clinique médicale dans cette école-là pour les grossesses, pour les maternités. Donc, dans le fond, les femmes arrivent dans l'école, leur bébé n'est pas encore né, mais il va se développer dans cette école-là pendant, mon Dieu, de très nombreuses années. Ça allait jusqu'au secondaire. Vous voyez que dès que la femme conçoit l'enfant, le premier jour qu'elle sait qu'elle est enceinte, elle a accès à des services. Donc, la famille est prise en charge dès le début, avec de l'aide aux 2 parents. Après ça, les enfants sont scolarisés. Dès le début, là, ils sont pris. Ça, c'est dans des quartiers plus vulnérables. C'est pas partout, c'est pas systématique, mais pour des familles en difficulté. Donc, l'école devient un point central et unique où ils peuvent obtenir absolument tous les services. C'est pas un hôpital, par exemple, qu'on peut une clinique. Madame? J'ai juste une question sur les effectifs aussi, parce que vous n'en avez pas trop parlé, mais je pense que c'est
Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus faible que chez nous? On a des classes entre 25 et 30 à peu près partout. Non, il disait que ça pouvait aller jusqu'à 60 élèves dans une classe. Là. Ça dépend des milieux, ça dépend des quartiers. C'est pas un idéal comme on le voit. Là. Ouais. Non. Là-bas, ils ont dans certaines écoles des aides enseignants. Ouais. Donc, il y a un enseignant qui est qualifié, donc qui a sa maîtrise, mais un aide enseignant qui a fait un parcours technique. C'est comme un technicien en pédagogie. Comme les ATSEM dans nos écoles maternelles, qui peut. Je connais pas ça, malheureusement, mais je présume que c'est effectivement C'est technicien en pédagogie. Oui, ça correspondrait à ça. C'est différent. ATSEM, c'est aide maternelle, la même chose. Alors, ça doit être différent. Effectivement, il n'y a pas de ratio. Nous, on a des ratios au Québec. Par exemple, nos plus jeunes. Moi, je travaille je dirige une école dans un quartier défavorisé. Donc, les ratios sont encore plus bas. C'est 20 élèves maximum par classe. Et certains élèves en difficulté ont une pondération. Donc, par exemple, un élève TSA en vaut 2 de plus. Alors, cet élève-là, quand il est assis dans ma classe, il en vaut 3. Okay? Donc, maximum 20. Et dans certains cas, là, surtout avec les plans de rattrapage, il y a eu des grèves au Québec. Donc, on a reçu de l'argent de plus pour embaucher des ressources supplémentaires. Donc, des fois, on a 2 intervenants, un intervenant qualifié, puis une personne qui va venir aider l'enseignant aussi. En Finlande, ils ont ça, oui, également. Donc, des plus grands groupes, mais des fois aussi, il y a des dénombrements flottants d'enseignants, donc des enseignants qui sont placés en disponibilité, qui peuvent aller aider dans des classes. Pour dire qu'ils apprennent les compétences socio-émotionnelles, dans les écoles, il n'y a pas des surveillants partout. On arrivait le matin, là, les élèves arrivent avec le sac à dos plus grand qu'eux. Là, on arrivait avec eux, puis dans la cour d'école, les élèves glissaient sur des pentes glacées, puis on se disait « Oh mon Dieu, chez nous, ça passerait pas. Oh mon Dieu, ils jouent là-dessus, ça passerait pas chez nous. » Alors que là-bas, on est dehors avec ces jeunes-là, puis là, est-ce qu'on intervient? Il n'y a pas de surveillant, là. Et il y a des jeunes qui sont formés, des enfants, des jeunes ados qui sont formés pour intervenir auprès des plus jeunes. Pour intervenir quand il y a des petites bagarres, des chicanes, des choses comme ça, faire de la médiation. Donc, ils apprennent à faire ça à l'école. J'ai un frisson juste à le dire. Mais je vous rassure, il y a des surveillants sur la cour, mais il n'y en a pas énormément. Puis, ils interviennent un peu en règle générale. Exact. Et nous, on a tendance au Québec, à tout le moins, à emmailloter cet enfant-là pour être certain qu'il ne se blesse pas. Ouais. Puis, on a le même climat, parce que nous aussi, quand il y a une tempête de neige au Québec, le déneigeur fait une grosse butte de neige. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive le lendemain? Les élèves s'en vont là-dessus. Et plus ils glissent, plus ça devient glissant. Et là, nous, je veux dire, à chaque récréation, il y a soit des chicanes à régler ou de la glace à mettre sur la tête d'un élève. Et moi, je les taquine, je dis, t'étais déjà sur la glace, t'aurais pu rester là, t'aurais eu ta glace. Mais bon. Alors, il y a ça à gérer. Des fois, on a des appels de parents. Quand la glace fond, il y a trop d'eau dans la coupe, vous ne devriez pas laisser sortir les élèves. Aujourd'hui, on pourrait leur mettre un gilet de sauvetage au cas où ils se noient. Mais essentiellement, si après ça, les bottes sont mouillées, ça ne sèche pas, puis là, c'est bon. Fait que, on a toujours des parents qui sont là, on appelle ça des parents hélicoptères. C'est des parents qui gravitent en haut, puis là, soudainement, quelque chose ne fait pas la affaire, puis il atterrit, il remonte, il vérifie, bon. Alors, mais en Finlande, ils n'ont pas ça. Puis ça revient avec l'espèce de figure de style que je vous donnais hier. Les élèves nu-bas, quand ils doivent sortir de la classe, bien nu-pieds, pardon, ils sortent, puis il n'y a personne qui meurt. Les bas sont mouillés toute la journée, peut-être à part quelques odeurs. Oui. Donc, les ballons se plaignent pas. Et bien, certainement qu'il y en a qui se plaignent, mais règle générale, on n'est pas vraiment. Confiance. Oui, la confiance est là. Le respect, la confiance est très, très, très présente. Ouais. Je vous dirais peut-être que les plaintes, c'est vraiment nord-américain, occidental peut-être, français, puis les Américains. Tu sais, c'est anglo-saxon, français, je sais pas. En tout cas, là-bas. Puis, je veux dire, je suis allé en Finlande, je suis allé en Suède, je suis allé visiter des écoles au Danemark. On n'entend pas parler de parents. Puis en Chine non plus. Moi, je suis allée en Chine, c'est le même principe. Il y a un très grand respect pour les écoles. Les parents attendent des enfants à la fin de la journée. Oui. En termes de passerelle, parce qu'on parlait des écoles vocationnelles, du coup, imaginons l'enfant, finalement, en évoluant, en acquérant de nouvelles compétences, il se révèle, finalement, il est capable de réintégrer une voie plus générale. Tout à fait. Du coup, c'est possible. Il existe en fait la possibilité comme ça de passer. Dans un sens comme dans l'autre, quand on est allé dans les dernières écoles vocationnelles, justement, ils nous disaient qu'il y avait des élèves entre 16 et 70 ans.
Parce qu'il y a des gens qui ont fait un métier un certain nombre d'années puis qui reviennent, soit pour de la formation continue, soit pour une réorientation. Donc, il y avait vraiment de tous les âges là-bas. C'est comme Tintin, finalement. Ils sont mélangés. De 7 à Et 67 ans. j'allais demander, du coup, il n'y a pas des centres dédiés aux adultes, enfin, formation professionnelle adulte, des formations. En fait, c'est la formation métier, quoi. Exact. Quel que soit l'âge. Oui. Oui, tout à fait. Au Québec aussi, en passant. Ok. Ah, aussi, vous avez ça. Il y a la formation aux adultes. La formation aux adultes, c'est ceux qui n'ont pas terminé leurs études secondaires. Alors, eux, ils doivent avoir 18 ans et plus. Dans certains cas, 17 ans, mais 18 ans et plus, ils sont ensemble. Mais la formation professionnelle, si vous voulez devenir plombière, électricienne, peu importe, vous allez faire votre cours, vous allez être avec un jeune de peut-être 15 ou 16 ans, et vous avez l'âge que vous avez là, vous allez le côtoyer. Ou informaticienne. Ma fille est en train de terminer sa formation pour être infirmière en formation professionnelle et elle a 19 ans. J'ai comme eu un blanc soudainement. C'est sa fête il y a 2 jours. Et j'étais ici, quel père ingrat. Et elle est avec des femmes et peut-être probablement des hommes aussi qui ont 20 ans de plus qu'elle. Alors aussi, sur le système français, on a certaines disciplines comme ça, comme infirmière, on va avoir justement un cursus où on va rencontrer tous les âges. Et par contre, on a des centres de formation pour adultes où, en fait, des formations, par exemple, d'électriciens, plombiers, mécaniciens, vont ponctuellement, en fait, être reproposées. Donc, il y a une sélection sur dossier. Et dans ce cas-là, en fait, c'est vraiment que des adultes en reconversion professionnelle ou alors des jeunes, justement, en échec scolaire qui, une fois sortis du cadre, mais c'est souvent quand même des gens âgés, enfin plus âgés. On n'a pas des jeunes en apprentissage qui sont dans leur cursus normal, avec des gens en fait qui sont en reconversion ou autre. L'évaluation, comment elle Ah, est on n'en a pas parlé, formalisée. bonne On question. n'en a pas parlé. C'est pas vrai hein, qu'ils ne sont pas évalués, les jeunes, pendant leur parcours. En passant, petit clin d'œil, oui, il y a des évaluations. On ne met pas tant l'accent, par contre, sur l'évaluation formelle comme nous, on pourrait le faire. Papier, crayon, vous avez 1 heure, go! Donc, c'est vraiment en cours d'apprentissage. Et il y a des évaluations ministérielles, donc de l'État, comme chez nous, comme chez vous, je pense aussi. Donc, à la fin secondaire pour nous, c'est à peu près à la même âge pour eux, en 10e et 11e année. Ils ont des évaluations ministérielles qui se font en ligne. Ils sont stressés. À ce moment-là, il y en avait qui les passaient quand on est allé. Ils sont nerveux, ils sont stressés, c'est quelque chose, ça leur permet d'obtenir leur diplôme. Par contre, ils n'ont pas le réflexe de teach to the test, donc d'enseigner en fonction d'un examen à venir. C'est juste une autre façon d'évaluer. Point. Donc, on travaille en petite équipe, on fait faire des projets, des présentations, on va rétroagir rapidement, mais il y a peut-être moins d'évaluations formelles. Il y en a quand même. Par contre, peut-être un petit petite parenthèse, on en parle dans les capsules en passant, vous irez voir, là, mais premier bulletin. On était au moment, nous, du premier bulletin des premières rencontres de parents, c'était décembre, première moitié de l'année. Chez nous, les premières rencontres sont dès le début de l'année, puis après en novembre. Eux, cette rencontre-là ne sert pas à dire où en est ton enfant en pourcentage ou non. Ça sert à dire comment se sent ton enfant dans la classe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il se sente mieux? Comment il se sent, comment le parent voit ça, comment l'enseignant voit ça. Donc, on n'est pas en train de parler de notes du tout, mais en train de dire comment on peut faire pour que son bien-être soit meilleur. Parce que, comme disait justement une des intervenantes, s'il est bien dans l'école, s'il est heureux, les enseignants sont heureux, les apprentissages se font. C'est une grande maison. S'il se sent dans sa maison, s'il se sent bien, l'apprentissage va se faire tout seul. Donc, il n'y a pas cette idée-là de bulletin chiffré, de notes ou quoi que ce soit. Puis à la fin de l'année, ben là, on leur dit « OK, mais le parent, il n'a pas envie de savoir où il en est. » Ben, il voit des traces. De temps en temps, il voit comment ça va. Il entend son enfant, puis à la fin de l'année, on fait un bilan, puis on voit où il est rendu. Ils vont prendre l'élève où il est rendu. Ils prennent l'élève là où il est, puis ils l'amènent ailleurs. Au lieu de se dire « Bon, mais maintenant, moi, j'enseigne à tel niveau, les élèves devraient tous être là, puis je dois les amener à tel endroit pour mon collègue. » C'est pas comme ça que ça fonctionne en Finlande. Puis ils ne se stressent pas outre mesure avec l'évaluation comme nous, on peut vivre ce stress-là. Juste pour corriger, pour être certain que vous comprenez, au Québec, les élèves, dès la 4e année, sont évalués par le ministère. Après ça, en 6e, après ça, en 2e secondaire, après ça, en 4e secondaire et après ça, en 5e secondaire.
C'est quand même assez intense. Là. Sauf qu'en 4e et 5e secondaire, c'est conditionnel l'obtention du diplôme, tandis qu'au primaire et au début du secondaire, c'est corrigé totalement et c'est la note apparaît dans le bulletin. Mais c'est quand même du stress et c'est quand même intense. Et ce qu'on dénonce souvent au Québec, c'est que les enseignants vont prendre les anciennes épreuves ministérielles pour préparer les élèves à faire l'examen. Donc, on permet pas, il y a des apprentissages qui se font, mais l'apprentissage, c'est comment réussir un examen et non pas comment maîtriser la matière et la réinvestir dans notre pratique, dans notre vie quotidienne.